le bienvenu, mesdames et messieurs, Info du peuple, pour la couverture médiatique, annonce et publicité de vos entreprises, de vos produits et tout consort. Info du peuple, vous voulez passer votre message religieux, politique, social, vous êtes l'invité du journal. Info du peuple, avec des journalistes de haut vol, c'est pour vous servir. Pour tout contact, plus 243 81 27 34 222 90 68 777 85. Info du peuple dans vos salons, chez vous. On est là à votre service. 19h à Kinshasa, 1 heure de plus à l'est de la République démocratique du Congo. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ces magazines Info du Peuple. Ouvrant cette édition avec cet élément, le secrétaire général de l'IDPS, Augustin Kabouya, a dans une correspondance adressée à ce jour au secrétaire général chargé de relations avec les partis politiques au ministère de l'Intérieur. Ce dernier a décidé dans sa lettre l'installation d'un directeur à la tête de l'IDPS. Suivez ces commentaires. Dans une lettre adressée au secrétaire général chargé des relations avec les partis politiques au ministère de l'Intérieur, Augustin Kabouya, secrétaire ad intérim de l'UDPS, accuse ces derniers et fustige le fait que le secrétaire général chargé des relations du parti en faveur de l'installation d'un directoire à la tête de l'UDPS sans que l'exécutif du parti n'ait accordé son approbation. Dans son allocution, celui-ci est en train de s'aimer les désordres et l'avertit qu'il sera le seul responsable de la zizanie qui peut advenir. Il s'y est dénoté que sa lettre, qui n'est ni conforme ni à l'esprit de nos statuts, porte le germe d'un désordre aux conséquences incalculables dans le parti présidentiel dont nous vous tiendrons personnellement responsables devant les instances compétentes de notre pays, a indiqué le secrétaire général ad intérim de l'UDPS, Augustin Kabouya. Par ailleurs, au regard de ce qui précède, Augustin Kabouya demande au secrétaire général chargé des relations avec les partis politiques de retirer sa terme de votre précité, sans quoi l'UDPS se verra dans l'obligation de prévaloir comme le droit, a-t-il conclu. Pour rappel, le président de la République, alors que le président de l'UDPS avait donné mandat à Jean-Marc Kaboun d'assumer son intérim durant cette période d'impossibilité. Depuis, des voix s'élèvent au sein du parti pour exiger la mise en place d'un directoire de l'organisation de nouveaux animateurs. Parlons justice à présent dans ces magazines d'information. Néné Koulou notifié de la déchéance de son mandat parlementaire à ce jour. Le huissier de justice a notifié à Madame la ministre élue sur la liste AFDCA dans la circonscription électorale de Malemba. Koulou Ben Kade Kabantou Nissine, ses commentaires. Qui rira le premier, rira le dernier, dit-on. La Cour constitutionnelle a notifié le ministre d'État au Travail et à la Prévoyance sociale, Néné Koulou, d'une requête en déchéance de son mandat parlementaire. Il s'agit d'une requête introduite par l'AFDC-A du professeur Bahati Lukwebo. Le huissier de justice a notifié à Madame la ministre, élue sur la liste AFDC-A des circonscriptions électorales de Malemba-Koulou, province du Haut-Lomami, de la requête en déchéance du mandat parlementaire. En date 14 mai 2020, la Cour constitutionnelle a notifié une requête en déchéance du mandat quelques députés de l'AFDCA en ce qui concerne le regroupement politique AFDCA et particulièrement le député Mudekereza Namegabe Olive, Elide Walungu, Munyomo Basulango Patrick, Elidego Maville et Solange Masumbuko, élus sur la liste AFDCA/FCC. Si cette notification est une victoire pour le camp Bahati Lukwebo, du côté de l'AFDCA-LFCC, on ne s'avoue pas vaincu. Réagissant aux notifications des déchéances du mandat parlementaire de quelques-uns de ces députés nationaux, l'AFDCA-LFCC avait informé l'opinion publique que la Cour constitutionnelle n'a rendu aucun arrêt ni contre les regroupements ni contre les députés nationaux, comme le prétendu une certaine presse qui propage dans les réseaux sociaux une fausse information tendant à nuire la réputation de l'autorité morale du regroupement.
développement. Rappelons par ailleurs que depuis la FDCA a été frappée par une bicéphalisme entre l'aile Bahati Lukwebo et l'aile Nenenkulu qui a décidé de rester au FCC, d'où la guerre du leadership à la FDCA. Outre la notification de la Cour constitutionnelle, une autre correspondance dans le passé du ministère de l'Intérieur a reconnu la paternité et l'exclusivité du label FDCA à Modeste Bahati Lukwebo. Et toujours en justice, la commission politique, administrative, judiciaire, page en sigle de l'Assemblée nationale, a dévoilé ce mercredi 20 mai l'affaire John Tumba, ministre de la formation professionnelle, membre de l'INC. Ceci autorise la poursuite de son dossier. Cette commission accuse ces derniers d'avoir détourné 1,3 million de dollars américains lors du programme de 100 jours initié par le président de la République. Suivez ces commentaires. Nul n'est au-dessus de la loi, dit-on. John Tumba, ministre de la formation professionnelle et membre de l'INC, a été accusé d'avoir détourné environ 1,3 million de dollars américains quand il était membre du comité de suivi du programme de 100 jours initié par les chefs de l'État. Au cours de la plénière de ce mercredi 20 mai, l'Assemblée nationale a dévoilé les conclusions de son travail sur le réquisitoire du procureur général près la Cour de cassation à propos de l'ouverture d'un dossier judiciaire contre le ministre de la formation professionnelle. La commission politique, administrative et judiciaire, page en sigle, a révélé ces mêmes jours et n'a trouvé aucun inconvénient à ce que l'Assemblée nationale fasse droit au réquisitoire du procureur général afin d'accorder l'autorisation de poursuite contre M. John Tumba. Selon le réquisitoire, il aurait reçu le 18 juillet 2019 auprès du comptable principal de la présidence 1 342 182 dollars américains destinés au comité de suivi du programme d'urgence du président de la République. Ses proches soutiennent que cet argent a payé les frais permettant de débloquer plus de 160 conteneurs à Matadi dans le cadre des maisons préfabriquées du Kankokolo. Un argument qui ne convainc pas les procureurs. Le procureur général pris la Cour de cassation avait ainsi officiellement saisi l'Assemblée nationale dans le but de poursuivre le ministre. Poursuivant ces magazines, les inconnus ont forcé la porte et la fenêtre de ma cellule, a déclaré à ces jours le prévenu Pascal Mukuna, évêque de la communauté chrétienne de Kinshasa et président du mouvement de réveil patriotique depuis la prison centrale de Makala, dans un voice d'Alect. Suivez. Pour la première fois, depuis la petite prison, nous avons une municipalité. Les gens là-bas, ils ont menacé porte, ils ont menacé fenêtre pour transmettre un message. Là-bas, mon frère, comme qui est en ligne, depuis la côté prison, Makala, nous avons une municipalité. Les gens à présence, il y a pas forcer porte, mine, fenêtre, il y a fongolité. Donc, les gens ils ont senti que les gens mon frère, nous sommes en ligne, qui ont un message partout. Je comprends pourquoi bateau yo basala kituki na yao. Les gens na bateau za na prison siko ya ma recherche. Yo tinda message yo na zo tinda yo nde kozali en ligne. Tindele baninga siko na 2h du matin la zone a kimete na chambre place na za siko. Les alliés fait Pascal Mukuna. Otozo tindele venu message yo tout de suite. Je suis en danger. Autre chose, à présent dans ces magazines, 104 nouveaux cas confirmés, le cumul de 1835 cas en RDC, dont 97 cas à Kinshasa et 7 autres au Congo central, publié ce mercredi 20 mai par l'Institut national de recherche biomédicale, INRB en sigle. Suivez. La République démocratique du Congo a enregistré hier mercredi 20 mai 114 nouveaux cas confirmés, dont 97 à Kinshasa et 7 autres au Congo central. Depuis le début de l'épidémie déclarée le 10 mars 2020, le cumul des cas est de 1835, dont 1834 cas confirmés et 1 cas probable. Au total, il y a eu 61 décès et 303 personnes guéries. 411 cas suspects sont en cours d'investigation. Une nouvelle personne sortie guérie
guéris, aucun nouveau décès parmi les cas confirmés. 1135 patients sont en bonne évolution. Notons par ailleurs que la situation épidémiologique du Covid-19 en République démocratique du Congo est la suivante. Kinshasa, 1691 cas, 108 cas au Congo central, Nord Kivu, 15 cas, 13 cas au Katanga, Sud Kivu, 4 cas, 2 cas à Lituri, et Kwilu, 1 cas, 303 guéris et 6 décès. Et toujours en santé, nous n'avons pas besoin d'acheter des morts pour les enregistrer comme des décès liés au Covid-19, a déclaré Dr Eteni Longondo, ministre de la Santé, ce mardi 20 mai, lors d'une émission dans une chaîne de la place. Suivez ses commentaires. Contrairement aux allégations faites par une partie de l'opinion publique congolaise, selon lesquelles l'équipe de riposte contre le Covid-19 achète des morts afin de les enregistrer comme des décès liés à la dite pandémie, le ministre de la Santé, Eteni Longondo, a rejeté ces affirmations en bloc. Pour lui, son ministère n'a pas besoin d'acheter ne serait-ce qu'un corps pour gonfler le nombre de personnes décédées du coronavirus en République démocratique du Congo. Au cours d'une émission de la radio Top Congo intitulée Le Débat, le ministre ayant la santé publique dans ses attributions a poursuivi son explication en ces termes. Que tous ceux qui on a proposé de l'argent peut aller à l'inspection de la santé ou carrément au parquet parce que nous n'avons aucune preuve formelle jusque-là. À ce sujet, ce dernier a signalé qu'une équipe des enquêteurs est mise en place par le dit ministère en vue d'inspecter sur ces rumeurs qui se font entendre partout dans la capitale. Depuis 3 semaines, j'ai envoyé l'équipe de l'inspection de la santé pour enquêter ces allégations. Jusqu'aujourd'hui, nous n'avons arrêté personne. Il n'y a aucune preuve. On nous fait marcher, mais les enquêtes sont en cours, a-t-il signalé. L'épidémie Ebola a été déchargée à ces jours dans la ville de Beni après 42 jours de quarantaine des 87 contacts des cas positifs à l'épidémie. Ainsi, le compte à rebours a été lancé par les autorités sanitaires. Suivez. Après la durée de 42 jours de quarantaine, le 87 contacts des cas positifs à l'épidémie d'Ebola ont été déchargés du site d'isolement situé dans la ville de Beni, province du Nord Kivu. Ainsi, le compte à rebours a été lancé par les autorités sanitaires malgré qu'une malade s'était volatilisée dans la nature. À titre de rappel, c'est depuis le 1er août 2018, l'épidémie d'Ebola a été signalée par les autorités du pays à Mangina, à l'ouest de Beni. Et cela a occasionné plusieurs morts. En novembre 2018, la République démocratique du Congo avait repris la mobilisation contre l'épidémie d'Ebola dans cette même région. Après une brève suspension en raison d'affrontements armés, et l'annonce a été faite par l'Organisation mondiale de la santé, OMS en sigle, de ce qui précède. L'Organisation mondiale de la santé devrait continuer à travailler aux côtés du ministère congolais et à la santé dans ses attributions et de ses partenaires pour mettre un terme à cette épidémie d'Ebola. Changeons de chapitre. À présent, la population de Mongafula dans la cité Bianda en difficulté de respecter le geste barrière du Covid-19 suite aux pénuries d'eau croisées par votre rédaction ce jeudi 21 mai 2020. Elle lance un SOS aux autorités compétentes. Propos recueillis par Fifi Nzimba. Tozana quartier Bianda, awa tozana passe. Toza kozwa mai régulièrement. Mais en tout cas bana balobi 2 mois mai tozo souffrir na mai. Ba opesa biso une fois après 2 semaines. Mais siko penza 2 semaines tosali ba 2 semaines mai ezate. Otamboli Bianda mobima bato ba otambola kana ba bidon. OK na kimwenza ba bidon. OK na 16 km ba bidon. Na Bel Air ba bidon. Donc mai ezate. Raison bazo pesa biso raison te. Tozo mona mpe tozo tuna réseau ezate Covid-19 ango il faut to sokola maboko te biso na bana tout le temps to sokola maboko siko maboko ngo to sokola na nini do siko to kufa na banzela bayibi biso banzela na biso to ya kukufa susu na Covid-19 oyo na bana na biso na batata en tout cas mabe makasi babongisa babido ebele tala babidon toza penza. Donc monga fula presque nyonso tozangi mai penza mais tokosala ndenge nini gratuité yango wapi yango il fallait ba pesa biso mai to tuna ba bato a régie des eaux bani basala biso nini to sepelite
bakonzi batala likambo yango oyo bango bato balobaki gratuité il fallait baimposer mpe bato ya régie tozo bapesa biso mai. Ah papa, problème eza toujours souffrir na mai makasi. En tout cas eza pasi awa do moyen eza te beaucoup ta ba pompe kuna donc toujours souffrir vraiment. Mai tango ezaki to futa facture normale. To bandaki ko salela mai bien. À l'état ba yoko bimisake mai yo fele. To sepelaki quand même que gouvernement zui likanisimo ko ya bien. Atikela biso 2 mois au fele par rapport ya makambo ndenge zo se passer na mboka. Mais lelo eza bongo te. Liboso ezalaki bazotinda biso mai ndambu mai muke melelo 2 semaines mai depuis kangama. Yango zo mona soki na balabala mona batusu. Dès que tozo souffrir mai ezate. Donc gouvernement me côté de biso likambo passe makasi papa. Dans le même registre, la route Bianda dans la commune de Mongafula au quartier Massangambila devenue impraticable. Les habitants de ces coins de la capitale dénoncent le détournement de fonds alloués aux travaux du dite route. C'est jeudi 21 mai 2020 au micro de Rodin Talaï. Suivez. Nous sommes sur l'avenue Bianda. L'avenue Bianda commence à l'arrêt Interface et arrive jusqu'à la route de Kimwenza, la route goudronnée de Kimwenza. Donc ça part de bypass jusqu'au niveau de l'avenue de Kimwenza. Cette avenue est dans cet état parce que cette route avait été financée, un financement extérieur de BADEA et OFIC qui ont financé cette route pour qu'elle soit réhabilitée avec une mesure de 2,125 km. Malheureusement, alors qu'Arab Contracteur venait de commencer les travaux sur cette route, nous avons vu les engins s'être détournés pour aller travailler l'avenue Kanza au niveau de l'arrêt Bel Air. Et maintenant, Arab Contracteur ayant levé tout ce qu'il y avait comme dispositif anti-érosif, vous voyez maintenant que la route est maintenant dégradée, il n'y passe ni moto, ni vélo, ni voiture. Et le ministre Thomas Louaka lui-même est passé par cette route pour aller à Kimwenza, le jour qu'il est venu voir ce qu'il y avait ou mener des enquêtes sur quelle route fallait-il travailler. Et nous lui avons dit bien que c'était la route Bianda et non la route Kanza ou Bel Air. Et lui-même, ce jour-là, il a déclaré à Kimwenza qu'on allait travailler la route Bianda. Ce qui fait que vous voyez maintenant que cette route est maintenant impraticable. Comme l'avons écrit au ministre des ITPR, le nouveau ministre actuel, nous lui avons dit bien que la population est en train de se prendre en charge pour que leur maison ne tombe pas. C'est comme ça que vous voyez qu'on a érigé encore des murs de soutènement là où Arab Contracteur avait à lever tous les dispositifs anti-érosifs. Pour le moment, nous avons écrit encore au nouveau ministre, son Excellence M. Nkokoso, pour lui dire que cette route est d'une importance capitale. C'est la route qu'empruntait le président Kassavoubou pour aller voir Monseigneur Kimbondo. C'est une ancienne route que tout le monde connaît, que c'était la route de déviation qui faisait que lorsque il passe, il y avait embouteillage, on devait dévier par ici pour aller à l'université de Kinshasa ou pour aller en ville. Mais hélas, aujourd'hui, cette route est dans un état de délabrement total et vous voyez vous-même que ce sont des immondices maintenant qu'on jette sur cette route qui était bien faite. Aux autorités compétentes, nous leur disons que comme la route Bel Air a été financée par un financement intérieur du pays, et c'est là en 2018, la route Bianda avait aussi le financement extérieur de BADEA. Il faudra qu'on rétablisse cette route Bianda, qu'on puisse la construire parce que le financement est là. Arab Contracteur a déjà ses engins, la même a levé ses engins à Kimwenza, mais nous savons qu'il est encore sur terrain. Il peut réhabiliter facilement cette route. Également, Bel Air a son financement intérieur, équivalent à presque 1 milliard de francs congolais. À ce moment-là, c'était l'équivalent de 630 000 $ pour 1000 mètres. Je crois qu'il y a moyen de réhabiliter les deux routes. Mais nous tenons à ce que la route bien rentre dans ce droit. Parce que vous voyez, lorsque ce tuyau va se couper, ça sera encore la catastrophe comme ce que nous voyons à Kindele. Et cela, nous avertissons les autorités du pays. Nous avons déjà assez écrit. Ces documents, c'est tout un syllabus que nous avons écrit à son Excellence, Monsieur le Président de la République, à son maladie en 2018, au Président Kabila. Et en 2019, nous avons renouvelé la lettre et nous l'avons encore envoyée au Président Tshisekedi.
Donc Tshisekedi a déjà notre lettre. Nous demandons donc au ministre des ITPR de faire diligence pour que cette route soit réhabilitée. Et au conseiller des infrastructures du président de la République, M. Tshisekedi, de prendre à cœur les problèmes de la population. Si ce tuyau se coupe aujourd'hui, on va dire que la population ne nous a pas avertis. Mais les notables de Bianda, réunis dans leur association IRBD, ont déjà écrit maintes lettres. Et il y a eu beaucoup d'émissions à la télévision, comme même à la télévision nationale, RTNC. Mais hélas, nous n'avons aucune solution. Rendons-nous en province, Kolwezi donne l'impression de se transformer en un champ de tir suite aux multiples crimes que dénonce le parlementaire originaire du Lualaba dans une déclaration faite à ces jours au lendemain d'une journée tendue marquée par de manifestations dans cette ville. Explication avec Ben Kadekabonto. Suivez. Les élus nationaux de la province de Lualaba ont dénoncé ce mercredi 20 mai l'insécurité persistante dans leur province et précisément dans la ville de Kolwezi. Ces parlementaires ont fait une déclaration au lendemain d'une journée tendue marquée par des manifestations populaires à Kolwezi suite à un double meurtre par des hommes armés lors d'un cambriolage à la cité de Jekamine. Pour ces élus, Kolwezi ressemble de plus en plus à un champ de tir. Mardi, le gouverneur de Lualaba, Richard Mouyej, a confirmé que des militaires et policiers sont à la base de l'insécurité dans la ville de Kolwezi. L'autorité provinciale attribue également le double meurtre de dimanche aux policiers et militaires. Le patron de l'exécutif du Lualaba a promis une enveloppe de 5 000 $ américains à tout celui qui va dénoncer les bandits qui dérangent la quiétude des paisibles citoyens. Pour les élus de ces coins de la République démocratique du Congo, il y a lieu de se poser des questions sur le rôle des forces de l'ordre et de sécurité qui sont censés protéger et sécuriser la population pour mettre fin à cette tragédie. Ils appellent l'implication du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, Gilbert Kakonde, pour prendre des dispositions utiles afin de faire régner la paix durable à Lualaba et surtout dans toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Le journaliste en danger appelle le gouverneur du Kasaï central à favoriser un meilleur climat de travail pour le journaliste œuvrant dans cette région. Dans une lettre adressée ce mardi 19 mai 2020 à M. Jean Maweja Mouteba en sa qualité de garant de droits et libertés publiques dans la province. Suivez ces éléments que vous propose la rédaction Info du Peuple. Dans une lettre adressée le mardi 19 mai 2020 au gouverneur de la province du Kasaï oriental, centre de la République démocratique du Congo, M. Jean Maweja Mouteba, journaliste en danger JED en sigle, a attiré l'attention de l'autorité provinciale en sa qualité de garant des droits et libertés publiques dans cette province, sur la multiplication depuis quelques semaines des cas d'attaques et de violences contre les journalistes œuvrant en Mbuji-Mayi, chef-lieu de la province du Kasaï oriental. Dans cette correspondance, journaliste en danger a surtout voulu solliciter son implication personnelle pour faire baisser la tension et favoriser un meilleur climat de travail pour les journalistes, victimes de plusieurs abus de pouvoir. En effet, selon des informations recoupées par Journalistes en danger, en l'espace d'une semaine, plusieurs journalistes de Mbuji-Mayi ont été victimes de menaces, d'agressions physiques ou d'interpellations plus ou moins arbitraires constitutives des atteintes à la liberté de l'information. Dans sa lettre au gouverneur, Journalistes en danger révèle le cas de Faustin Mbiya, directeur de la radio Fondation Daniel Madimba, qui a été arrêté le samedi 9 mai 2020 et détenu pendant 4 jours, successivement au commissariat provincial de la police nationale congolaise et au parquet de Mbuji-Mayi pour motifs qui variaient selon les instructeurs de son dossier. Il a retrouvé sa liberté le 13 mai 2020 après avoir payé une caution de 300 000 francs congolais, pour ne citer que lui. A conclu Journaliste en danger dans sa lettre dont la copie ont été réservées notamment au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et au ministre de la Communication et Médias.
L'actualité en dehors de nos frontières, les élections ont débuté ce mercredi 20 mai au Burundi. Les dépouillements de vote se poursuivent des candidats à la présidentielle. Il s'agit d'Agathon Rwasa du CNL et Évariste Ndayishimiye du CNDD-FDD. Aucune mesure de distanciation sociale n'avait été ordonnée. La population burundaise a voté massivement. Suivez. Les Burundais ont voté mercredi 20 mai lors d'un scrutin présidentiel qui s'est déroulé dans un contexte tendu. L'opposition ayant dénoncé les pressions exercées sur ses militants et les électeurs avec en toile de fond la pandémie de Covid-19. Cette élection marque la fin de l'ère Pierre Nkurunziza à la tête du pays depuis 2005 et qui ne se présentera plus. Sa candidature à un troisième mandat, controversée en 2015, avait plongé son pays dans une crise politique et a causé au moins 1200 morts et poussé à l'exode 4000 Burundais. La présidentielle dont les résultats sont attendus la semaine prochaine, opposée notamment au dauphin désigné et candidat du CNDD-FDD, le général Évariste Ndayishimiye, âgé de 52 ans, chef de l'opposition et président du Conseil national pour la liberté CNL, et Agathon Rwasa, 56 ans d'âge. Évariste Ndayishimiye a été présenté comme l'héritier de Pierre Nkurunziza et un ancien combattant comme son mentor au sein de la rébellion Hutu du CNDD qui lutta contre l'armée dominée par la minorité Tutsi pendant la guerre civile burundaise au cours des années 1993-2006. Agathon Rwasa est issu des plus anciens mouvements rebelles du pays, Palipe Hutu, FNL, un de deux principaux groupes rebelles pendant la guerre civile aux yeux des Hutus qui représentent 85% de la population. Il a autant de légitimité à briguer la présidence que son rival du CNDD. Le Burundi recense officiellement 42 cas de nouveau coronavirus pour un seul décès. Aucune mesure de distanciation sociale n'avait été ordonnée pour ces scrutins 2020. Le pays était protégé par la grâce divine, n'a pas imposé le confinement de ses quelques 11 millions d'habitants, contrairement à certains de ses voisins. Le futur président élu pour un mandat de 7 ans sera investi en août à la fin du mandat de Pierre Nkurunziza. Ce dernier serait élevé au rang de guide suprême du patriotisme au février par l'Assemblée nationale, restera le président très influent au Conseil des sages du parti. Dans l'actualité également, l'Organisation internationale de la francophonie et la Tunisie ont annoncé ce mercredi 20 mai les reports de la 18e sommet qui devrait être déroulé les 12 et 13 décembre de cette année. C'est en raison de la pandémie du Covid-19 qui touche le monde en général et la nouvelle date sera communiquée ultérieurement. Regardez. Le 18e sommet de la francophonie, initialement prévu en décembre de cette année, a été reporté en 2021 en raison de la pandémie du Covid-19, a indiqué mercredi l'Organisation internationale de la francophonie OIF, dont le 50e anniversaire devrait être célébré à l'occasion à Tunis, capitale de la Tunisie. Les sommets qui se déroulent tous les 2 ans notamment pour élire le secrétaire général de l'organisation devait réunir le chef d'État du pays ayant le français en commun les 12 et 13 décembre 2020 à Tunis. La présidence de la République tunisienne a indiqué qu'il se déroulerait finalement sur l'île touristique de Djerba dans le sud de la Tunisie. En raison de la crise sanitaire qui touche aujourd'hui le monde entier et de nombreuses incertitudes qui en découlent, la Tunisie propose que les sommets se tiennent à Djerba en 2020, a déclaré OIF dans un communiqué. À noter que la nouvelle date sera décidée par les autorités tunisiennes, l'OIF, et les communiqués passera prochainement. L'OIF compte 54 États membres, 7 pays, membres associés et 27 observateurs. C'est par ici que s'achève ces magazines d'information. Si vous avez aimé, dites merci à Ben Kade Kabantou. Quant à moi, je vous dis au revoir et à la prochaine. Soyez le bienvenu, mesdames et messieurs. Info du peuple. Pour la couverture médiatique, annonces et publicité de vos entreprises, de vos produits et tout consort. Info du peuple, vous voulez passer votre message religieux, politique, social, vous êtes l'invité du journal. Info du peuple,
avec des journalistes de haut vol, c'est pour vous servir. Pour tout contact, plus 243 81 27 34 222 90 68 777 85. Info du peuple dans vos salons, chez vous. On est là à votre service.